Salut tout le monde, et on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 5 de la conquête du pain, les denrées. C'est parti. Si la prochaine révolution doit être une révolution sociale, elle se distinguera des soulèvements précédents, non seulement par son but, mais aussi par ses procédés. Un but nouveau demande des procédés nouveaux. Les trois grands mouvements populaires que nous avons vus en France depuis un siècle diffèrent entre eux sous bien des rapports. Et cependant, ils ont tous un trait commun. Le peuple se bat pour renverser l'ancien régime. Il verse son sang précieux, puis, après avoir donné le coup de collier, il rentre dans l'ombre. Un gouvernement, composé d'hommes plus ou moins honnêtes, se constitue et c'est lui qui se charge d'organiser la République en 1793, le travail en 1848, la Commune libre en 1871. Imbu des idées jacobines, ce gouvernement se préoccupe avant tout des questions politiques, réorganisation de la machine du pouvoir, épuration de l'administration, séparation de l'Église et de l'État, liberté civique et ainsi de suite. Il est vrai que les clubs ouvriers surveillent les nouveaux gouvernements. Souvent, ils imposent leurs idées. Mais, même dans ces clubs, que les orateurs soient des bourgeois ou des travailleurs, c'est toujours l'idée bourgeoise qui domine. On parle beaucoup de questions politiques. On oublie la question du pain. De grandes idées furent émises à ces époques, des idées qui ont remué le monde. Des paroles furent prononcées qui font encore battre nos cœurs à un siècle de distance. Mais le pain manquait dans les faubourgs. Dès que la révolution éclatait, le travail chômait inévitablement. La circulation des produits s'arrêtait. Les capitaux se cachaient. Le patron n'avait rien à craindre à ces époques. Il vivait de ses rentes s'il ne spéculait pas sur la misère. Mais le salarié se voyait réduit à vivoter du jour au lendemain. La disette s'annonçait. La misère faisait son apparition, une misère comme on n'en avait guère vue sous l'ancien régime. Ce sont les Girondins qui nous affament, se disait-on dans les faubourgs en 1793. Et on guillotinait les Girondins, on donnait les pleins pouvoirs à la montagne, à la Commune de Paris. La Commune, en effet, songeait au pain. Elle déployait des efforts héroïques pour nourrir Paris. À Lyon, Fouché et Collot d'Herbois créaient les greniers d'abondance. Mais pour les remplir, on ne disposait que de sommes infimes. Les municipalités se démenaient pour avoir du blé. On pendait les boulangers qui accaparaient les farines et le pain manquait toujours. Alors, on s'en prenait aux conspirateurs royalistes. On en guillotinait 12, 15 par jour. Des servantes avec des duchesses, surtout des servantes, puisque les duchesses étaient à Coblentz. Mais on aurait guillotiné 100 ducs et vicomtes par 24 heures que rien n'aurait changé. La misère allait croissant, puisqu'il fallait toujours toucher un salaire pour vivre et que le salaire ne venait pas. Que pouvaient faire 1000 cadavres de plus ou de moins? Alors le peuple commençait de se lasser. Elle va bien, votre révolution, soufflait le réactionnaire aux oreilles du travailleur. Jamais vous n'avez été aussi misérable. Et peu à peu, le riche se rassurait. Il sortait de sa cachette. Il narguait les va-nu-pieds par son luxe pompeux. Il s'affublait en muscadin. Et il disait aux travailleurs, « Voyons, assez de bêtises. Qu'est-ce que vous avez gagné à la Révolution? Il est bien temps d'en finir. » Et le cœur serré, à bout de patience, le révolutionnaire en arrivait à se dire, « Perdu encore une fois, la Révolution. » Il rentrait dans son taudis et il laissait faire. Alors, la réaction s'affichait. Hautaine. Elle accomplissait son coup d'État. La révolution morte
il ne lui restait plus qu'à piétiner le cadavre. Et on le piétinait. On versait des flots de sang. La terreur blanche abattait les têtes, peuplait les prisons, pendant que les orgies de la haute pègre reprenaient leur train. En 1848, le travailleur parisien mettait 3 mois de misère au service de la République. Et au bout de 3 mois, n'en pouvant plus, il faisait son dernier effort désespéré, effort noyé dans les massacres. Et, en 1871, la commune se mourait faute de combattants. Elle n'avait pas oublié de décréter la séparation de l'Église et de l'État, mais elle n'avait songé que trop tard à assurer le pain à tous. Et on vit à Paris la haute gomme narguer les fédérés en leur disant « Allez donc, imbéciles, vous faire tuer pour 30 sous pendant que nous allons faire ripaille dans tel restaurant à la mode. » On comprit la faute au dernier jour. Et on fit la soupe communale. Mais c'était trop tard. Les Versaillais étaient déjà sur les remparts. Du pain, il faut du pain à la Révolution. Que d'autres s'occupent de lancer des circulaires en période éclatante. Que d'autres se donnent du galon tant que leurs épaules en pourront porter. Que d'autres, enfin, déblatèrent sur les libertés politiques. Notre tâche, à nous, sera de faire en sorte que dès les premiers jours de la Révolution, et tant qu'elle durera, il n'y ait pas un seul homme sur le territoire insurgé qui manque de pain, pas une seule femme qui soit forcée de faire queue devant la boulangerie pour rapporter la boule le son qu'on voudra bien lui jeter en aumône. Notre tâche, à nous, sera de faire en sorte que dès les premiers jours de la Révolution, et tant qu'elle durera, il n'y ait pas un seul homme sur les territoires insurgés qui manque de pain. Pas une seule femme qui soit forcée de faire queue devant la boulangerie pour rapporter la boule de son qu'on voudra bien lui jeter en aumône. Pas un seul enfant qui manque du nécessaire pour sa faible constitution. L'idée bourgeoise a été de pérorer sur les grands principes, ou plutôt sur les grands mensonges. L'idée populaire sera d'assurer du pain à tous. Et, pendant que bourgeois et travailleurs embourgeoisés joueront les grands hommes dans les parlottes, pendant que les gens pratiques discuteront à perte de vue sur les formes de gouvernement, nous, les utopistes, nous devrons songer au pain quotidien. Nous avons l'audace d'affirmer que chacun doit et peut manger à sa faim, que c'est par le pain pour tous que la révolution vaincra. Nous sommes des utopistes, c'est connu. Si utopistes, en effet, que nous poussons notre utopie jusqu'à croire que la révolution devra et pourra garantir à tous le logement, le vêtement et le pain. Ce qui déplaît énormément aux bourgeois rouges et bleus, car ils savent parfaitement qu'un peuple qui mangerait à sa faim serait très difficile à maîtriser. Eh bien, nous n'en sortons pas. Il faut assurer le pain au peuple révolté, et il faut que la question du pain les prime toutes. Si elle est résolue dans l'intérêt du peuple, la révolution sera en bonne voie. Car pour résoudre la question des denrées, il faut accepter un principe d'égalité qui s'imposera à l'exclusion de toutes les autres solutions. Il est certain que la prochaine révolution, pareille en cela à celle de 1848, éclatera au milieu d'une formidable crise industrielle. Depuis une douzaine d'années, nous sommes déjà en pleine effervescence et la situation ne peut que s'aggraver. Tout y contribue. La concurrence des nations jeunes qui entrent en lice pour la conquête des vieux marchés, les guerres, les impôts toujours croissants, les dettes des États, l'insécurité du lendemain, les grandes entreprises lointaines. Des millions de travailleurs en Europe manquent d'ouvrage en ce moment. Ce sera pire encore lorsque la révolution aura éclaté et qu'elle se sera propagée comme le feu mis à une traînée de poudre.
le nombre d'ouvriers sans travail doublera dès que les barricades se seront dressées en Europe ou aux États-Unis. Que va-t-on faire pour assurer le pain à ces multitudes? Nous ne savons pas trop si les gens qui se disent pratiques se sont jamais posé cette question dans toute sa crudité. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils veulent maintenir le salariat. Attendons-nous donc à voir préconiser les ateliers nationaux et les travaux publics pour donner du pain aux désœuvrés? Puisqu'on ouvrait des ateliers nationaux en 1789 et en 1793, puisqu'on eut recours aux mêmes moyens en 1848, puisque Napoléon III réussit pendant 18 années à contenir le prolétariat parisien en lui donnant des travaux, qui valent aujourd'hui à Paris sa dette de 2000 millions et son impôt municipal de 90 francs par tête, puisque cet excellent moyen de mater la bête s'appliquait à Rome, et même en Égypte il y a 4000 ans, puisqu'enfin, despotes, rois et empereurs ont toujours su jeter un morceau de pain au peuple pour avoir le temps de ramasser le fouet. Il est naturel que les gens pratiques préconise cette méthode de perpétuer le salariat. À quoi bon se creuser la tête quand on dispose de la méthode essayée par les pharaons d'Égypte? Eh bien, si la Révolution avait le malheur de s'engager dans cette voie, elle serait perdue. En 1848, lorsqu'on ouvrait les ateliers nationaux, le 27 février, les ouvriers sans travail n'étaient que 8000 à Paris. 15 jours plus tard, ils étaient déjà 49 000. Ils allaient être bientôt 100 000, sans compter ceux qui accouraient des provinces. Mais à cette époque, l'industrie et le commerce n'occupaient pas en France la moitié des bras qu'ils occupent aujourd'hui. Et l'on sait qu'en Révolution, ce qui souffre le plus, ce sont les échanges, c'est l'industrie. Que l'on pense seulement au nombre d'ouvriers qui travaillent, directement ou indirectement pour l'exportation, au nombre de bras employés dans les industries de luxe qui ont pour clientèle la minorité bourgeoise. La révolution en Europe, c'est l'arrêt immédiat de la moitié, au moins, des usines et des manufactures. Ce sont des millions de travailleurs avec leurs familles jetés sur le pavé. Et c'est à cette situation vraiment terrible que l'on chercherait à parer au moyen d'ateliers nationaux, c'est-à-dire de nouvelles industries créées sur le champ pour occuper des désœuvrés. Il est évident, comme l'avait déjà dit Proudhon, que la moindre atteinte à la propriété apportera la désorganisation complète de tout le régime basé sur l'entreprise privée et le salariat. La société elle-même sera forcée de prendre en main la production dans son ensemble et de la réorganiser selon les besoins de l'ensemble de la population. Mais comme cette réorganisation n'est pas possible en un jour ni en un mois, comme elle demandera une certaine période d'adaptation, pendant laquelle des millions d'hommes seront privés de moyens d'existence, que fera-t-on? Dans ces conditions, il n'y a qu'une seule solution vraiment pratique. C'est de reconnaître l'immensité de la tâche qui s'impose et, au lieu de chercher à replâtrer une situation que l'on aura soi-même rendue impossible, procéder à la réorganisation de la production selon les principes nouveaux. Il faudra donc, selon nous, pour agir pratiquement, que le peuple prenne immédiatement possession de toutes les denrées qui se trouvent dans les communes insurgées, les inventorie et fasse en sorte que, sans rien gaspiller, tous profitent des ressources accumulées pour traverser la période de crise. Et, pendant ce temps-là, s'entendre avec les ouvriers de fabrique en leur offrant les matières premières dont il manque et leur garantissant l'existence pendant quelques mois afin qu'ils produisent ce qu'il faut aux cultivateurs. N'oublions pas que si la France tisse des soies pour les banquiers allemands et les impératrices de Russie et des îles Sandwich, et que si Paris fait des merveilles de bimbeloterie pour les Richards du monde entier, les 2/3 des paysans français n'ont pas de lampe convenable pour s'éclairer, ni l'outillage mécanique nécessaire aujourd'hui à l'agriculture.
Et enfin, faire valoir les terres improductives qui ne manquent pas et améliorer celles qui ne produisent encore ni le quart, ni même le dixième de ce qu'elles produiront quand elles seront soumises à la culture intensive, maraîchère et jardinière. C'est la seule solution pratique que nous soyons capables d'entrevoir et, qu'on le veuille ou non, elle s'imposera par la force des choses. C'est la fin de la première partie du chapitre 5, les denrées. Donc ce chapitre est plus long. Il va falloir que je le divise en 3 parties. Kropotkin reparle de la culture intensive. Au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture et que du coup je le relis, je me rends de plus en plus compte qu'il devient peut-être pressant de faire une vidéo autour de liens entre Kropotkin et l'écologie. Donc je pense que je vais m'appuyer pour faire cette vidéo sur ce livre que je pensais pas avoir sur moi mais en ce moment. Celui-ci. Non, c'est à l'envers, donc... c'est l'endroit ou à l'envers? Ouais, enfin bref. Pierre Kropotkin, L'économie par l'entraide, par Renaud Garcia. Donc à voir si je fais une lecture de l'analyse qu'il fait, sachant qu'il parle aussi de darwinisme social dedans, et il fait un lien entre Kropotkin et la décroissance. Ce qui est assez osé en fait, ce qui est assez fort, je trouve, surtout après ce qu'on vient de lire. Dites-moi du coup si on part plus sur une lecture ou sur une première vidéo banalisation pour tester. Et dans ce cas, si on part sur une banalisation, il faut que j'attende que je reçoive le matériel pour utiliser mon micro. Puis sachant que la limite, la lecture, ça pourrait être assez rapide. Parce que même s'il fait gros, il y a pas tant que ça qui nous intéresse dedans, puisqu'il y a une sélection de textes. Donc tout ça dessus, c'est une sélection de textes. Et là, c'est ce qui nous intéresse, c'est son développement. Donc, à voir, à réfléchir. Dans tous les cas, je vous le conseille, parce que c'est une bonne approche à Kropotkin, qui est assez intéressante, où il fait une synthèse un peu de sa pensée, avec cet aspect de la décroissance en plus, où il fait des liens entre, sur certains aspects de sa pensée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et salut tout le monde!